On va passer à Bertrand de Rome, qui est diplômé de l'École de design industriel de l'Université de Montréal et est membre professionnel agréé de l'Association des designers industriels du Québec, l'ADIC, et certifié professionnel en développement de produits, donc NPDP, par la Product Development Management Association. Il enseigne à la maîtrise en gestion de l'ingénierie à l'Université de Sherbrooke. Après avoir assumé tour à tour les fonctions de directeur du groupe de développement durable, de directeur exécutif, Bertrand de Rome occupe le poste de directeur général de l'IDP, donc l'Institut de développement de produits, depuis septembre 2012. Bertrand de Rome a rejoint l'équipe de l'IDP en 2006 en y apportant plus de 8 ans d'expérience en développement de produits dans les secteurs manufacturiers et des services à titre de designer responsable du développement de produits et de directeur du design industriel. Son expérience de l'intégration des enjeux environnementaux en développement de produits a fait de lui un solide conseiller. Donc, merci beaucoup, Bertrand, d'être là. Alors, un petit mot peut-être sur l'Institut, parce que, effectivement, je vais avoir une perspective peut-être un petit peu moins appliquée et concrète qu'un manufacturier qui, au quotidien, vend et vit cette réalité avec ses clients, bien que notre réalité est une réalité de conseil et de formation auprès des industriels. En fait, l'Institut a été fondé en 1995. On fête donc notre 20e anniversaire cette année. En 1995, comme c'était évoqué, c'était une période où les préoccupations environnementales, le développement durable n'étaient peut-être pas au radar, une grande préoccupation, un grand enjeu stratégique au Québec. Mais à cette époque-là, les entreprises souhaitaient être plus performantes en développement de produits. À l'époque, nos cofondateurs, un chercheur de l'Université de Sherbrooke et du CRIC, se demandaient comment on pouvait amener nos entreprises à être plus performantes, développer plus rapidement des produits qui répondent mieux aux besoins du marché. Et c'est donc un regroupement d'industriels qui s'est regroupé, qui a fondé l'Institut, d'abord sous une forme de réseau, des entreprises donc de toutes sortes de secteurs extrêmement variés, qui à prime abord peuvent sembler ne rien partager en commun. D'ailleurs, mes premières participations à des ateliers de l'IDP m'ont fait asseoir entre des gens du groupe Marcel et des gens de Manac, donc dans les cosmétiques et l'acier, mais ça m'a permis de voir à quel point des gens en développement de produits connectaient sur des enjeux et des passions, connectaient sur des réalités et des problématiques. C'est seulement depuis 2005, finalement, que c'est devenu une réalité quotidienne de certaines de nos entreprises de se dire, OK, les questions de développement durable, c'est devenu un critère de performance quand vient le temps de penser développement de produits. Et c'est à ce moment-là qu'on a lancé à l'Institut une initiative sur l'éco-conception, parce qu'on ne peut plus considérer dorénavant qu'on développe un produit performant sans prendre en compte des critères environnementaux et des critères sociaux. Et j'ai beaucoup aimé la question qui nous est posée ce matin, parce que d'habitude, on se pose plutôt la question de comment convaincre plus d'entreprises d'embarquer dans cette démarche-là, parce qu'on n'est pas encore rendu à une majorité d'entreprises qui l'intègrent comme un enjeu stratégique. Mais cette question du lien entre le consommateur et l'entreprise est importante. À mon sens, on se retrouve avec une problématique un petit peu de deux solitudes, si on veut, entre des entreprises qui comprennent mal leurs clients et des clients qui comprennent mal les enjeux environnementaux des entreprises. Et je pourrais dire que moi, le premier, dans le fond, j'ai des souvenirs d'être allé faire l'épicerie avec mon père quand j'étais jeune, et quand on nous demandait à la caisse papier ou plastique, quand on nous demandait un sac, on était très fiers de répondre papier parce que c'était un sac en ressources renouvelables, puis qu'on était fiers de faire un choix environnemental. On n'était pas conscient à l'époque que finalement, si on avait fait une analyse de cycle de vie, bien, ça nous aurait démontré que sur tous les facteurs d'impact, sauf celui du risque par abandon, bien, on avait pris la mauvaise décision. Parce que ça demandait énormément de ressources, d'énergie, d'eau pour transformer ce sac-là, qui était beaucoup plus lourd que le sac en papier, que le sac en plastique, qui pouvait être recyclé, qui aurait pu produire d'autres produits. Et la même chose du point de vue des entreprises qui croient prendre des bonnes décisions dans bien des cas. Je pense entre autres à mon boulanger de quartier, qui encore aujourd'hui, plein de bonne volonté, offre à ses clients qui ont besoin d'un sac, un sac sur lequel il est écrit fièrement, par souci pour l'environnement, on vous offre un sac oxodégradable. Il est plein de bonne volonté, mais il ne se rend pas forcément compte que le sac, finalement, quand on va le mettre au recyclage, va se trouver à finalement dégrader la qualité des produits recyclés qu'on va essayer de produire avec cette matière-là.
Il prend toutes sortes d'autres bonnes décisions. Comme boulanger, il s'approvisionne en farine biologique de chez Première Moisson, donc une farine bio locale. Très bon choix. Par contre, s'il y avait à éco-concevoir un produit comme boulanger, la plus grande problématique qu'on a dans le domaine alimentaire, et je pense entre autres à la baguette que j'adore chez lui, c'est probablement la question du gaspillage alimentaire. Dans le domaine de l'alimentation, on jette 30 à 50 de nos aliments. Et dans le domaine de la baguette, j'insiste depuis des années pour qu'ils me vendent une demi-baguette, qu'ils produisent une demi-baguette, mais ils ne la produisent toujours pas, donc je vais continuer d'insister pour qu'ils finissent par nous vendre cette demi-baguette qui fait en sorte qu'on en gaspillerait moins. Donc, en cette journée, c'est une journée anniversaire aussi, pas juste pour l'IDP d'un 20 ans, mais c'est un autre 20 ans de deux solitudes. Je pense que et les consommateurs et les entreprises ne se parlent pas assez et ne se comprennent pas bien. Mais ce n'est pas juste un problème que les entreprises qui cherchent à développer des produits éco-responsables vivent, c'est un problème que toute entreprise vit en fait. L'IDP a été un petit peu fondé sur cette problématique-là de qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est si mauvais à développer des produits. Ça a l'air un petit peu magique dans la perception des gens, le développement de produits. Quand on étudie les cas de produits d'innovation, c'est souvent des beaux cas dont on entend parler. On entend moins parler des échecs puis de tous les produits qui ne se sont pas rendus au marché ou ceux qui sont morts après 3 mois, 6 mois, 1 an. La réalité, par contre, est plus triste pour les entreprises. C'est plus de 40 des produits, finalement, qui sont des échecs commerciaux. Les produits sont livrés en retard, ne sont pas de bonne qualité. Il y a énormément de pertes liées finalement à ces inefficacités puis cette mauvaise maîtrise de la gestion de l'innovation et du développement de produits. Et c'est un petit peu, ça pourrait être triste, on pourrait se dire, soit mon Dieu, on pourrait déprimer là-dessus, ou on pourrait se dire, wow, les entrepreneurs sont vraiment des gens qui aiment le risque, c'est des gens courageux, qui sont prêts à tout risquer puis embarquer. Ou on pourrait regarder, moi ce que j'aime de ce graphique-là, c'est la différence entre les best achievers, ceux qui performent le mieux, puis les autres. Puis commencer à essayer de comprendre qu'est-ce que les meilleurs, finalement, dans leur catégorie, font que les autres ne font pas. Quand on se penche un petit peu sur les facteurs d'échec, quand on se penche sur qu'est-ce qui fait en sorte que certains se plantent 8 fois sur 10, puis d'autres réussissent 8 fois sur 10, mais ce qu'on remarque, c'est que le premier facteur d'échec, c'est une mauvaise analyse des besoins clients. Et malheureusement, les entreprises ont de la difficulté à faire ce diagnostic-là. La plupart du temps, quand on se penche sur un échec en commercialisation, le premier réflexe de l'entreprise, ça va être de dire « Ah oui, les ventes n'ont pas fait leur travail » ou « Les détaillants ne nous ont pas bien positionnés ». Et ça va être très facile de remettre le tort sur les derniers maillons de la chaîne, alors que les plus graves problèmes, les plus graves erreurs sont commises au tout début du processus de développement de produits, en fait, lors de l'identification même d'un besoin, lors de la définition même du produit, du projet finalement qui était à développer. Et cette même réalité-là, ce même mindset-là doit être appliqué lorsqu'il vient le temps de se pencher finalement sur la conception de produits éco-conçus. Pour produire, développer un produit éco-responsable et en faire un succès sur le marché, on doit passer à travers une démarche rigoureuse qui va commencer par une bonne analyse des besoins marchés, mais qui va aussi passer à travers une démarche rigoureuse de conception et de développement de produits. On va devoir d'abord et avant tout bien comprendre les enjeux du développement durable pour son organisation, comprendre c'est quoi les enjeux de point de vue environnemental, social et économique. Les 3 piliers vont devoir être présents. On va devoir comprendre nos parties prenantes, au premier chef, la chaîne client, pas forcément juste celui à qui on vend. Beaucoup d'entreprises vont arrêter l'analyse de leurs clients à la personne qui va leur faire le chèque. Beaucoup d'entreprises vont vendre à un détaillant, un distributeur qui va vendre à un client qui va donner le produit à un utilisateur. Et dans certains des cas, il va y avoir un installateur impliqué dans cette chaîne-là, un contracteur dans certains autres cas. Tous ces maillons-là, ce sont tous des clients qui doivent faire partie de l'analyse des besoins. Ils ont tous des attentes, qui peuvent tous avoir des facteurs d'un point de vue environnemental et social qui doivent être considérés. Et je repense à Interface Floor qui a fait des études de cas extrêmement importantes pour se rendre compte que c'était les installateurs qui étaient le plus exposés à des composés organiques volatiles dans le cadre de leurs produits, des utilisateurs, des bénéficiaires du produit, mais qui n'étaient pas forcément les acheteurs également. Bien,
en le prenant en compte dans la conception du produit, ça amène des nouveaux critères de conception qui vont faire en sorte de développer des nouveaux argumentaires au niveau de celui qui va écrire le chèque, mais qui doivent être pris en compte lors de la définition du produit. En ayant une bonne compréhension des attentes des parties prenantes, c'est une chose. Un boulanger se préoccupe des attentes de ses clients. Ses clients sont contents d'avoir un sac dégradable. De toute évidence, ma communauté autour de chez nous pense que c'est la bonne solution et tout le monde semble en être content. Par contre, pour prendre les bonnes décisions, ça prend un petit peu plus de connaissances au niveau du cycle de vie complet du produit. Donc, il faut développer ce réflexe-là de penser en termes de cycle de vie pour être en mesure de trouver les bonnes stratégies d'éco-conception qu'on va mettre en œuvre dans un processus de développement de produit et qu'on va être en mesure de suivre, donc de l'idée du produit jusqu'à son développement puis sa commercialisation et qui va faire en sorte que par la suite, on va pouvoir communiquer de manière crédible. Je dirais, on entend souvent des plaintes concernant le greenwashing que les entreprises vont faire. Certaines des plaintes sont justifiées. Dans certains des cas, je dirais dans la majorité des cas de ce qu'on a vu, c'était malheureusement beaucoup de maladresse d'entreprises qui cherchent à répondre à des attentes de leur clientèle, ne sachant pas comment le faire, ne sachant pas quels étaient les critères rigoureux selon lesquels les faire. Donc, il y a un travail d'éducation à faire autant de la part des clients sur ce qu'elles doivent demander que sur quels sont les critères et les bases solides sur lesquelles les entreprises doivent communiquer. Un des premiers arguments, puis la mesure de rentabilité a été évoquée comme un argument important. Pour nous, on en était convaincus et on a un parti pris à l'Institut pour ça d'une certaine manière parce qu'on croit dans la valeur de l'éco-conception pour les organisations. On a donc décidé de faire une étude indépendante pour vérifier si finalement l'éco-conception était un coût comme la perception qu'on peut en avoir. Disons, au quotidien, si on va à l'épicerie puis qu'on compare une tomate biologique ou un lait biologique à un produit traditionnel, c'est particulier d'appeler les produits non biologiques les produits traditionnels, mais mettons-le comme ça. Ce qu'on perçoit, c'est un produit plus cher, qui est souvent traité avec moins d'emphase. Dans nos épiceries traditionnelles, on va souvent avoir moins de choix. Et donc, on va avoir l'impression de perdre en qualité dans certains cas et d'avoir à payer plus cher pour ces produits-là. Et donc, souvent en entreprise, finalement, quand on se retrouve devant des équipes de développement, des équipes de direction, la même perception va s'appliquer. Les gens ont l'impression que ça va coûter plus cher si on se préoccupe de l'environnement, si on essaie de devenir responsable. Et donc, on a mandaté Sylvain Plouffe et Paul Lannoy du côté québécois et 2 chercheurs français pour faire une étude auprès de 119 entreprises qui ont accepté de participer à l'étude, qui avaient commercialisé depuis au moins 1 an des produits éco-conçus pour se rendre compte que, ils sont dans une majorité, et même c'est dans 96% des cas, soit ressortis plus profitables ou neutres d'un point de vue de profitabilité d'une démarche d'éco-conception. Il y a seulement 6% des cas où finalement ils sont sortis moins profitables de la démarche. Et en moyenne, un produit éco-conçu est 12% plus, une marge bénéficiaire 12% supérieure qu'un produit traditionnel. Et donc, ce qu'on a remarqué, encore là, on a essayé d'apprendre qu'est-ce que font les meilleurs comparativement aux autres, qui font en sorte qu'on puisse essayer de transmettre puis d'amener la rentabilité de toutes les entreprises à être plus grande vis-à-vis de l'éco-conception. Les meilleurs ont des démarches plus rigoureuses, s'appuient sur des certifications pour avoir des critères, finalement, développés par des tiers parties, ou s'appuient sur des analyses de cycle de vie pour avoir, encore là, des critères et des standards. Ont une approche plus systémique, ne vont pas simplement remplacer un matériau par un autre, mais vont avoir une approche plus globale. Et finalement, vont se retrouver à avoir soit des réductions en termes de coûts de production, avoir une valeur ajoutée à offrir à leur clientèle, et dans bien des cas même, avoir des produits qui sont en mesure d'offrir à moindre coût à leurs clients. Donc, non seulement ça peut être rentable à la fois pour les clients, mais aussi pour les organisations.
Et ça, ben, à travers les démarches rigoureuses, ça demande l'intégration des parties prenantes. Ça demande une vision du cycle de vie qui va au-delà des préjugés qu'on a. Ça demande effectivement de ne pas sauter sur la première demande client qui nous dit « Ah, on voudrait quelque chose de dégradable » parce que ça répond à une tendance de l'heure. Ça nous demande finalement de mettre en place des processus de développement de produits qui vont être rigoureux, qui vont être suivis dans l'organisation, puis qui vont faire en sorte qu'on va suivre avec rigueur et qu'on va aboutir en bout de ligne à pouvoir communiquer de façon rigoureuse à la fin du processus et éviter de tomber dans les travers du greenwashing ou dans une pizza de communication. Et sur ce plan-là, je pense qu'on peut s'inspirer des travaux qui sont faits en France à l'heure actuelle. Il y a un grand projet pilote qui a été fait pour voir comment aller au-delà des certifications qui ont été faites à l'heure actuelle. Il y a plus de 1000 produits qui ont été commercialisés suite à des analyses de cycle de vie et sur lesquels on communiquait au moins 4 facteurs d'impact environnemental du cycle de vie d'un produit. Donc, par exemple, sur un produit textile, un vêtement, on allait communiquer, par exemple, l'empreinte carbone et l'empreinte sur la toxicité des écosystèmes, l'utilisation des sols et la toxicité humaine, par exemple. Et on s'est rendu compte, certaines entreprises, les premières communications qu'elles ont faites, dans certains cas, on se rendait compte, les consommateurs n'y comprenaient rien. Après quelques itérations, on se rendait compte qu'il était possible de communiquer avec certaines grilles, en faisant certains travaux de simplification de la communication, d'amener les consommateurs à faire des choix, à améliorer leurs choix et à les faire privilégier des produits qui avaient moins d'empreinte environnementale. Donc, à notre sens, ça va demander un travail plus rigoureux de la part de l'industrie et une meilleure information aussi de la part du public qui, pour l'instant, des fois à l'heure actuelle, aime suivre certaines fausses bonnes idées que certaines entreprises leur proposent aussi. Si je peux me permettre de rajouter sur la question de la commercialisation, de plus en plus d'entreprises vivent un virage en passant de manufacturiers traditionnels qui vendent un produit en vendant strictement de la matière à offrir de plus en plus de services. Peu ont fait le passage à n'offrir que du service. Vous pourriez, pour certains clients, offrir un service de nettoyage puis ne pas vendre le produit, ce serait peut-être un extrême. Mais de plus en plus, et Alexandre Joyce à l'Institut chez nous étudie beaucoup cette question-là, justement de ce passage-là pour les entreprises, et ça devient une nécessité dans certains marchés. Les entreprises ne survivent pas si elles ne sont pas en mesure d'offrir à leur clientèle quelque chose d'intégré. Vous en parlez comme étant une solution. De plus en plus, on va parler d'entreprises qui offrent des services, finalement, dans lesquels il va y avoir un mix entre un produit et des services. Pour certaines entreprises, ça a été effectivement un casse-tête et même un découragement ces dernières années. Pour certaines d'entre elles qui ont fait des devoirs importants, qui ont travaillé fort pour évaluer l'empreinte environnementale de leurs produits, l'améliorer, communiquer, aller jusqu'à des analyses de cycle de vie, communiquer ces analyses de cycle de vie-là pour se rendre compte que les consommateurs n'y comprenaient rien et se retrouver même devant certains acheteurs de plus grandes sociétés ou détaillants, distributeurs, et se faire dire « Ah, ben votre compétiteur, il y a une certification lui aussi, il coûte 10 % moins cher, on va de l'autre côté. » Et donc, il y a cette même attitude-là, autant chez le consommateur que chez les grands acheteurs et détaillants. Et donc, il y a eu une forme de découragement. Certaines d'entre elles se sont retournées vers l'aspect local. Donc, il y a certains de nos fleurons québécois qui, et on le voit dans les publicités à l'heure actuelle, se retournent vers un produit bien d'ici, et on le voit beaucoup, ça tartine fort le local ces temps-ci dans nos publicités. Et c'est une façon, finalement, de faire passer l'éco-responsable à l'heure actuelle. Malheureusement, sur les marchés étrangers, à ce moment-là, nos entreprises locales ne peuvent plus utiliser cet argument-là. Et effectivement, l'autre volet, c'est vraiment la performance du produit. À ce moment-là, pour regagner la confiance d'un consommateur, c'est d'abord et avant tout un produit qui est performant et le volet environnemental et social doit de nos jours faire partie d'un cahier des charges performant et une entreprise rigoureuse devrait l'avoir au même titre que les autres critères de performance parce que d'une certaine manière, si un produit avait moins d'empreinte environnementale, mais ne remplissait pas sa fonction de base, en bout de ligne, il n'y aurait pas un bénéfice à terme. Donc, d'une certaine manière, effectivement, je renchérirais sur le fait que ça repasse par la performance, mais une performance
qui revient un petit peu les 3 grands piliers du développement durable, là où environnement social et performance économique reviennent et sont équilibrés. Les 3 doivent être présents, puis doivent se compléter. Je pense que si, en tout cas, si on surveille les chaînes qui mettent en place leurs programmes éco-responsables et qu'elles communiquent bien finalement sur leurs critères, il est possible pour nos PME aussi de se positionner parce qu'on l'a vu chez certains détaillants et quincailliers qui l'ont fait, que c'était accessible. Oui, chez Rona, c'était fait. Oui, c'était tout à fait accessible pour les PME du Québec. Et donc, il n'y avait pas une barrière à l'entrée qui était impossible à franchir. Donc, de ce côté-là, il faudra surveiller. Ouais. Mais ça a permis à encourager finalement une certaine sensibilisation dans cette industrie-là. Et si, d'une certaine manière, on peut mettre les moyens et les ressources de ces détaillants-là à contribution pour, d'une certaine manière, promouvoir Écologo, parce que Écologo va devenir un critère d'entrée probablement pour ces rayons-là. Donc, d'une certaine manière, ça devient le détaillant qui fait la promotion d'Écologo, mais sous sa bannière de marque. Donc, on vient finalement rajouter de l'argent marketing pour ces critères-là. Donc, ça peut être à terme assez positif si c'est bien fait. C'est ce que faisait Rona, ouais. Oui. Rona communiquait bien là-dessus. Et donc, la certification demeure importante pour les PME. C'est juste qu'elle est peut-être moins au regard du consommateur que du grand acheteur, en fait, dans ces cas-là. Très intéressant. Dans beaucoup trop d'entreprises, le développement de produits, c'est un trip de R&D. Puis c'est une gang d'ingénieurs qui tripent sur la technologie qu'ils sont en train de développer, qui ont l'idée du siècle, qui va tout révolutionner, puis qui ne sont pas avec des utilisateurs, qui ne rencontrent pas le marché, qui ne se préoccupent pas de la façon dont le produit va être utilisé, puis qu'après ça, donnent ça à des vendeurs, puis tout le monde se plante en bout de ligne. Il faut qu'il y ait plus de rencontres. Finalement, le rôle de chef produit, le rôle marketing, mais marketing stratégique, pas marketing promotion, le vente marketing, mais du marketing stratégique, d'aller observer le client, d'aller faire de l'ethnographie, d'aller faire du camping out, d'aller chez le client, l'observer, regarder comment il travaille. C'est un rôle qu'on n'a pas assez au Québec, malheureusement. Je ne sais pas si c'est la taille de nos entreprises. Certaines entreprises dans le B2C l'ont peut-être un petit peu plus. Malheureusement, c'est une lacune de nos entreprises encore beaucoup aujourd'hui. Et donc, souvent encore nos entreprises travaillent beaucoup en trip de R&D, vont souvent travailler avec leurs clients, donc celui qui leur achète le produit, mais ne se rendent pas jusqu'à l'utilisateur final. Et c'est une longue chaîne de clients avant de se rendre à l'utilisateur final. Et c'est lui pour qui on développe, c'est lui à qui on donne une valeur ajoutée. Mais il faut aussi penser à chacun des maillons de la chaîne. Et donc, ça, c'est des lacunes qui sont flagrantes chez beaucoup d'entreprises. Puis quand on regarde les facteurs d'échec, ça ressort systématiquement, finalement, quand on pense à pourquoi est-ce que nos entreprises ne performent pas aussi bien que certains fleurons qu'on peut avoir. C'est assez évident. Et ça ne devrait pas être des budgets de 50 000 $ pour sous-traiter à une agence marketing, une étude marketing. Ça devrait être sortir les ingénieurs du laboratoire pour les emmener sur le terrain, puis qu'ils passent 2 journées avec des utilisateurs pour voir comment ça se passe. Ça ne coûte pas plus cher que ça pour apprendre énormément de choses. Il y a différents plans sur lesquels les gouvernements peuvent influencer. Sur le plan réglementaire, j'ai pas beaucoup d'espoir là, parce que sur le plan de la commercialisation des produits, on est pris dans un contexte nord-américain où je ne me battrai pas trop dans ce domaine-là. Par contre, sur le plan des approvisionnements, je pense qu'il y a énormément à faire de ce côté-là, sur les 3 paliers, que ce soit municipaux, provinciaux, fédéraux. Et l'ECPAR, l'espace de concertation pour les politiques d'approvisionnement responsables, travaille activement à essayer d'aider finalement différents acteurs à mettre en place des meilleures politiques d'approvisionnement responsables qui devraient influencer beaucoup le milieu parce que c'est quand même des acheteurs qui représentent, c'est les plus gros acheteurs finalement, donc il pourrait avoir une influence extrêmement grande. Sinon, en termes de programme, en tout cas, nous, on en bénéficie, puis dans le fond, nos services sont offerts à l'industrie pour aider le milieu industriel à intégrer l'éco-conception, puis nos services sont financés en partie à la fois au provincial et au fédéral. Il y a le Conseil national de la recherche du Canada qui nous aide à travers certains programmes et le MEIE. Donc, des programmes sont disponibles.
À la limite, je ne sais pas si on manque plus de financement ou plus d'entreprises pour participer au programme. Donc, de ce côté-là, pour l'instant, on est supporté donc aux entreprises de participer puis d'embarquer, si on veut.